Bonjour, bienvenue au webinaire organisé par Pramex International avec comme sujet l'Allemagne et plus précisément les questions à se poser quand on envisage, quand on a un projet d'implantation en Allemagne. Ce webinaire vous est présenté par deux personnes, moi-même, Guillaume Truchon-Barthès. Je dirige les activités de Pramex International en Allemagne, depuis Francfort, et mon collègue Laurent. Laurent, tu veux dire quelques mots? Oui, bonjour, donc Laurent Aubert. Je suis moi depuis 22 ans bientôt en Allemagne et je m'occupe chez Pramex Francfort surtout de l'activité de création et de gestion des sociétés. Merci Laurent. Donc, ce webinaire va se passer en deux parties. Il y a une première partie, environ une demi-heure. Donc là, on va vous présenter ces fameuses 5 questions. On va essayer également d'y répondre. Et puis, dans un deuxième temps, on a environ 10 minutes, un quart d'heure. Si vous avez d'autres questions, vous vous posez sûrement également d'autres questions. On essaiera bien sûr d'y répondre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas attendre pour poser vos questions. Vous pouvez déjà les saisir dans le chat. Par contre, nous y répondrons à la fin, à l'issue de donc, la première demi-heure de présentation. Voilà, donc le sommaire aujourd'hui, donc les fameuses 5 questions essentielles à vous poser si vous avez un projet d'implantation. La première question, où? Où voulez-vous vous implanter? Où fait-il du sens de s'implanter? Sous quelle forme? Quels sont les délais? Vous verrez, c'est assez long pour avant d'être complètement opérationnel en Allemagne. Quelles sont les règles RH essentielles à connaître et quelles sont les principales différences interculturelles? Alors, je vous propose donc d'attaquer directement, d'aller dans le vif du sujet, où s'implanter en Allemagne. Donc, où s'implanter en Allemagne? Alors, on va commencer par un petit peu de géographie. Donc, vous voyez déjà une carte avec plein de couleurs. On parle de l'Allemagne, mais en fait, il faudrait plutôt parler des régions allemandes. L'Allemagne, au niveau politique, au niveau géographique, c'est 16 Länder, hein, donc c'est 16 différentes régions, et qui ont beaucoup plus d'autonomie qu'en France. Par exemple, la police est organisée de façon régionale. La fiscalité, c'est quelque chose qui va vous intéresser beaucoup. Il y a, au niveau des régions, il y a une grande compétence sur la fiscalité. Donc, c'est pour ça que c'est très important quand vous avez un sujet, un projet d'implantation, de se demander où je vais m'installer, parce que d'une région à une autre, vous n'aurez pas donc le même contexte économique et vous aurez des grandes différences. Par exemple, d'un point de vue fiscal, il est reconnu que c'est en Bavière que les entreprises sont le moins contrôlées. Par contre, dans une région, la Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est là où il y a beaucoup de contrôles fiscaux. Voilà, donc je ne pense pas que vous êtes là en Allemagne pour faire de l'évasion fiscale, mais voilà, c'est le genre d'éléments à connaître. C'est très important de savoir où vous allez vous implanter, alors qu'une entreprise étrangère qui s'implante en France se pose, je pense, beaucoup moins la question, et en général, ça va être Paris qui va être choisi. Euh, quelques données au niveau de la géographie. Donc, vous voyez que la superficie de l'Allemagne, c'est beaucoup plus petit, beaucoup moins étendu que la France, avec un nombre d'habitants qui a récemment augmenté, avec au moins 1 million d'immigrés qui sont arrivés très récemment. Donc, on a 82 millions. Au bout du compte, on a une densité de population 2 fois plus élevée en Allemagne qu'en France. Les principales villes, et donc c'est sûrement là où vous allez vous installer votre filiale, en termes de population, c'est Berlin, bien sûr, la capitale, avec plus de 3 millions d'habitants, suivi par Hambourg, au nord, 1,8 million d'habitants, Munich, au sud, 1,5, et Cologne, 1,1 million d'habitants. Voilà, c'est les 4 villes avec plus d'1 million d'habitants en Allemagne. Et puis ensuite viennent des villes à 700 000 habitants comme Francfort, Stuttgart, Düsseldorf.
Voilà pour l'introduction au niveau de la géographie. Maintenant, passons d'un point de vue économique. Où s'implanter en Allemagne? Je disais l'Allemagne, c'est pas une Allemagne. Au niveau de l'économie, du pouvoir d'achat, c'est également, il y a de fortes disparités. Sur cette carte, vous voyez, plus la couleur est rouge et vive, plus il y a du pouvoir d'achat, et plus on va sur des couleurs froides, le vert et le bleu, c'est là où il y a le moins de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la richesse se situe dans le sud et à l'ouest de l'Allemagne, et un petit peu vers le nord avec la région de Hambourg. Donc on a une sorte de banane qui est formée, et c'est là où se trouve vraiment l'économie, le pouvoir d'achat et le dynamisme économique. Pour vous citer un exemple, hein, sur les 30 entreprises qui forment l'indice boursier allemand, le DAX 30, il n'y en a aucune qui est à l'est. Il n'y en a aucune qui est à Berlin. Elles sont toutes restées à l'ouest. Donc pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez sûrement vous implanter dans une de ces grandes villes parce que c'est là où il y a la richesse, c'est là où il y a les entreprises, vos partenaires, et c'est là où vous allez avoir les étudiants ou des personnes qui sont déjà en poste dans des entreprises. Donc, on a ce qu'on appelle au niveau économique la banane allemande. Quels sont les grands centres économiques qui viennent en question? On commence par Munich, bien sûr, qui est très fortement, très forte, qui a vraiment un très très grand dynamisme. Stuttgart, là c'est l'industrie. Francfort, on est plus sur de la finance et sur les services. Düsseldorf, Cologne, les biens de consommation. Et puis Hambourg. Il y a bien sûr Berlin, Berlin qui, notamment au niveau des startups, domine fortement les implantations, et du fait quand même de sa forte population, est une attirance également pour les étrangers. Berlin est également un lieu qui est très prisé. Alors Pramex est en train de rédiger donc une étude, hein, est en train de finaliser une étude sur les implantations des entreprises françaises, et ce qu'on constate, c'est qu'en 2017, les 3 villes où les entreprises les entreprises françaises se sont le plus implantées. Numéro 1, Francfort, et numéro 2, ex aequo, Berlin et Munich. Voilà donc pour la première question, savoir où s'implanter. Et maintenant, la prochaine question, je passe la parole à Laurent pour déterminer sous quelle forme. Oui, donc en fait, les sociétés françaises qui décident de venir sur le marché allemand ont deux possibilités. Donc la première, c'est l'embauche d'un salarié sans filiale. En général, c'est pratiqué pour tester le marché, voir le potentiel, et c'est une méthode qui n'est pas très compliquée. La deuxième étape, bien sûr, c'est la création de la structure juridique en Allemagne. Donc, pour l'embauche d'un salarié sans filiale, c'est comme je disais, c'était très simple. Enfin, c'est simple à faire. Donc, votre employé, lorsque vous avez la chance de trouver vraiment la perle rare, il est sous contrat de travail de droit allemand avec votre société en France. Il suffit, enfin Pramex vous accompagne donc pour enregistrer ce salarié au niveau des caisses d'assurance maladie, au niveau des centres d'impôt, l'accident du travail et les organismes enfin, dont il dépend. Pour ce faire, il faut que la société française, on fait les démarches en fait pour obtenir un numéro fiscal afin que vous puissiez payer la retenue à la source tous les mois. Donc, et en général, c'est le centre d'impôt dont dépend votre salarié, donc de la ville d'où il habite. Cette formule a des frais de gestion réduits parce qu'en fait, ça consiste à l'établissement du bulletin de paye tous les mois, donc la préparation de la paye, de vous envoyer un message avec le montant des virements effectués donc auprès des différentes caisses et fiscs. Ensuite, une fois par an, il y a une déclaration annuelle des revenus pour le fisc. Et on vous accompagne aussi, enfin, lors d'une embauche en Allemagne sur la vérification et la validation des notes de frais présentées par votre salarié.
Il y a un risque de requalification d'établissements stables. En fait, depuis que je suis chez Pramex, on n'a pas eu le cas encore de requalification. Par contre, on se rend compte tous les jours que les contrôles se renforcent parce que là, actuellement, on a une embauche de salariés et puis on a des demandes du fisc. Lorsqu'on a demandé le numéro fiscal, les demandes sont beaucoup plus approfondies. Donc, on se rend compte que c'est plus soutenu les contrôles. En Voilà, fait, le but, j'ajouterais, Laurent, donc sur ce sujet, donc c'est suite aux différents scandales. Le dernier, c'était les Panama Papers. Donc, il y a les règles, voilà, sont en train d'évoluer. Également, la façon dont le fisc va traiter le dossier. Donc, comme le disait Laurent, c'est la première fois que dans le cadre d'une embauche d'un salarié par une société française, c'est la première fois que le centre d'impôt nous demande le contrat de travail et nous demande de préciser quels sont les pouvoirs et quelle est la fonction exacte du salarié. Alors, on avait dit également, j'avais dit en introduction, c'est régional au niveau de l'impôt. Donc, selon le centre d'impôt, selon le fonctionnaire sur lequel vous tombez, voilà, on risque d'avoir un jugement nécessaire. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à garder en esprit. Si votre salarié n'a pas de pouvoir de décision, c'est pas lui qui signe les contrats et qu'il est avant tout pour faire de la représentation et de la prospection, ça devrait encore passer. Mais voilà, vigilance sur ce dossier-là, puisque je vous dis, les règles et l'application qu'en font les centres d'impôt sont en train d'évoluer. et pour finir, en fait, le rôle de votre salarié en Allemagne a avant tout un rôle de représentation, faire par exemple des études de marché ou la promotion de votre produit, mais ça doit avoir un caractère préparatoire à une implantation. Les clients en fait qui utilisent cette méthode, donc dans un premier temps l'embauche d'un salarié en Allemagne, se rendent compte au bout de 6 mois ou un an que il y a des opportunités et donc en fait ils passent à l'étape supérieure qui est la création d'une structure juridique. Il y a plusieurs formes de structures juridiques en Allemagne comme en France. Celle qui est la plus retenue, enfin, c'est la GmbH, enfin GmbH en français, GmbH en allemand, qui est l'équivalent de la SARL en France. C'est vraiment une structure qui est utilisée pour toutes les formes d'activité. En Allemagne, il y a des très grosses PME entreprises qui sont des GmbH. Pour citer un exemple, Bosch. C'est une structure dont le fonctionnement est vraiment souple et bien connu des Allemands. Donc c'est très pratiqué. Je veux dire qu'il y a, enfin, chez nous, parmi les clients que nous gérons à Francfort, en Allemagne, 99% enfin 100% des gens qui ont créé des structures sont des GmbH. Alors pour une GmbH, le capital minimum est de 25 000 euros. Vous pouvez avoir un capital bien sûr supérieur. Sachant que le minimum de un quart doit être libéré, enfin un quart du capital doit être libéré, pardon, avec un minimum de 12 500. Donc, pour le capital minimum, vous avez la nécessité, enfin, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire en Allemagne. La GmbH a un ou plusieurs associés. En général, les GmbH que nous avons créés en Allemagne, l'associé est la maison mère, donc française, soit la SA ou la SAS. La GmbH peut avoir un ou plusieurs gérants qui sont obligatoirement des personnes physiques. Le gérant peut avoir son domicile à l'étranger, donc en général, c'est le directeur général ou président de la société française qui est nommé gérant. S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent intervenir de façon individuelle ou collectivement entre eux. Et puis en Allemagne, pardon, en Allemagne, le gérant a quand même une marge de manœuvre très large, bien sûr en accord avec les associés. L'obligation, enfin pour pouvoir créer sa GmbH en Allemagne, c'est un acte notarié, donc il faut obligatoirement passer devant un notaire allemand. Donc il y a la rédaction des statuts qui seront signés devant un notaire allemand. L'associé, enfin qui crée la filiale, n'est pas obligé de se déplacer
en Allemagne, il peut très bien donner, par exemple, à Pramex un pouvoir de représentation et c'est nous qui effectuons les démarches auprès du notaire allemand. Voilà. Ensuite, je vais repasser à nouveau la parole à Guillaume pour vous Voilà, parler un peu merci, des délais. merci Laurent. Donc, quels sont les délais? Alors là, ce sont des délais qui sont très longs. C'est vrai que quand on annonce ces délais à des personnes qui connaissent pas l'Allemagne et qui ont ouvert une filiale au UK ou aux États-Unis, ils n'en reviennent pas. Euh, alors selon pour le premier schéma dont on avait parlé, donc l'embauche d'un salarié, vous comptez 2 à 3 mois pour être complètement opérationnel. Là, la formalité qui nous prend le plus de temps, c'est l'inscription de la société française auprès du centre d'impôt en Allemagne. Vous savez qu'en Allemagne, on est en avance sur la France en ce qui concerne la retenue à la source sur le salaire. Ça, c'est pratiqué depuis des décennies déjà en Allemagne. Donc, l'entreprise française qui emploie le salarié de droit allemand doit s'enregistrer au fisc auprès d'un centre d'impôt en Allemagne pour pouvoir reverser la retenue sur le salaire du salarié. Donc voilà, donc ça dépend beaucoup du centre d'impôt, du centre d'impôt et du fonctionnaire sur lequel on tombe. Il y a des centres d'impôt qui sont complètement débordés, notamment à Munich ou à Francfort. Et des fois, on a de la chance, ça prend 2 semaines, mais des fois, ça prend 1 mois et demi, voire 2 mois, surtout si le centre d'impôt commence à poser des questions sur les pouvoirs et les fonctions exactes du salarié. Pour la structure juridique, on a dit que ça, c'est clair que c'est beaucoup plus long. C'est de 4 à 6 mois. On constate un allongement des délais depuis 2 ans. Il y a deux grandes raisons. Tout d'abord, on constate une ruée sur l'Allemagne. Il y a énormément de sociétés françaises qui s'implantent, mais pas seulement des Français, des sociétés internationales, et puis également il y a beaucoup de start-up et de sociétés qui sont créées en Allemagne, ce qui fait que les tribunaux qui doivent enregistrer les créations de sociétés sont débordés. Auparavant, en 2 semaines, un enregistrement était faisable. Maintenant, il faut compter au moins un mois. Autre élément qui rallonge les délais sont les banques. On nous l'a dit, pour une GmbH, pour pouvoir enregistrer votre GmbH, vous devez avoir un compte bancaire pour y verser le capital. Et suite à l'évolution de la réglementation, les banques, elles embauchent beaucoup dans les départements compliance. La conséquence, c'est que, en gros, en tant que société française créant une société allemande, vous devez vraiment montrer patte blanche et vous devez maintenant prouver que vous n'êtes pas en train de recycler de l'argent sale. Donc ça, c'est vraiment une contrainte très très pénible, énormément de formulaires, énormément de questions, ce qui fait que si vous voulez être complètement opérationnel, c'est-à-dire avoir votre numéro de TVA pour pouvoir facturer, comptez au minimum 4 à 6 mois. Ça ne veut pas dire que pendant les 4 premiers mois, vous pouvez rien faire. Vous pouvez quand même commencer à embaucher des personnes. Vous pouvez quand même préparer également tout ce qui est la mise en place de l'environnement comptable et RH de votre société. Mais voilà, sachez que si vous voulez à tout prix une présence en Allemagne pour facturer en Allemagne, si c'est ce que vos clients demandent, prévoyez au moins 6 mois. Voilà pour les délais. Donc c'est pas très positif au niveau des délais. Par contre, le prochain thème, la prochaine question, ça va être beaucoup plus intéressant pour vous. Laurent, je te passe la parole. Oui, merci Guillaume. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, les règles essentielles de la RH en Allemagne. Tout d'abord, contrairement à la France, il n'y a pas en Allemagne de code du travail proprement dit comme on le connaît en France. C'est surtout une accumulation, enfin une succession de lois relatives à chaque sujet, donc que ce soit pour les congés, pour les préavis, etc. Donc déjà, on ne peut pas
comparer ça, enfin, par rapport au Code du travail français. Il existe différents types, comme en France, de contrats de travail, donc les CDI, les CDD, on a les mini-jobs. Donc, il y a une règle très précise aussi pour les CDD. On peut pas les renouveler, enfin, on peut les renouveler que 3 fois par exemple, et pour une période de 2 ans maximum, s'il n'y a pas de justification. Enfin, c'est-à-dire si c'est pas justifié. Si c'est justifié, par exemple, pour remplacer un congé maternité ou quelqu'un en longue maladie, à ce moment-là, vous pouvez le renouveler presque éternellement, enfin, en fonction du temps d'absence de la personne concernée. Pour venir au salaire, les salaires bruts allemands sont supérieurs aux salaires français, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en net, en fait, on revient pratiquement au même. Pourquoi? Parce que les impôts en Allemagne sont plus élevés qu'en France. Et donc, déjà un petit conseil lors des négociations avec vos candidats, c'est de négocier des bruts et non pas des salaires nets. Donc, je dirais en gros que les salaires sont supérieurs d'environ 20% par rapport à la France, les salaires bruts. Pour vous citer la moyenne, je crois, alors de l'Allemagne ex-Allemagne de l'Ouest, c'est 43 000 euros. Par exemple, pour recentrer un peu sur la la région de Francfort, c'est 47 000 euros. Et dans les et en général dans les grandes métropoles. Les charges patronales sont d'environ 20%, enfin c'est un maximum, que c'est ce que vous avez payé au maximum, parce que ces charges en fait sont plafonnées, que ce soit au niveau employeur ou employé. C'est-à-dire que plus le salaire est élevé, moins, enfin le pourcentage diminue parce que vous pouvez très bien tomber à 13-14% parce que, enfin au vu des plafonds. Là, il est dans les contrats de travail allemands, il est bien précisé donc la rémunération fixe mensuelle et annuelle, et il est aussi stipulé, il y a un paragraphe sur la rémunération variable. En Allemagne, contrairement à la France, pour pas me répéter, le fixe est plus élevé et le variable, enfin, parce qu'en France, quelquefois, je connais des exemples où le fixe est peu élevé et les variables très élevées, c'est pour inciter les gens à produire plus, tandis qu'en Allemagne, les fixes sont plus élevés déjà. Voilà, donc vous, votre défi, ça va être un des défis, ou défi principal, c'est les ressources humaines. Donc pour attirer un candidat, voilà, vous l'attirez avec un fixe plus élevé qu'une partie variable. Voilà, merci Guillaume. Voilà, un autre point à connaître pour attirer votre salarié, c'est les avantages en nature. Il y en a très très peu en Allemagne. Il y en a très 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 peu. Par contre, il y en a un qu'il faut à tout prix connaître, c'est la voiture de société. Les Allemands, ben, vous savez, ils aiment les bagnoles, pour parler un petit peu crûment. Ils aiment les voitures, surtout les grosses berlines allemandes. Hein, c'est pas une surprise. Donc, quand vous négociez ou votre candidat va vouloir voilà négocier, c'est pas la Citroën Berlingo qu'il faut lui offrir. Hein. C'est plutôt voilà, c'est plutôt faut viser plutôt les Allemandes et au minimum Volkswagen. Voilà. Autre point important, ben là je te repasse la parole, Laurent, pour la durée de travail. D'accord, la durée de travail, donc en principe, est de 40 heures. Ça peut être plus. En Allemagne, dans le salaire fixe, il est prévu déjà un contingent d'heures supplémentaires, compris dans le fixe. Euh, donc, enfin, après, vous avez la possibilité de varier aussi. Hein. Vous avez possibilité de mettre du temps partiel, etc. Mais le temps moyen, la durée du temps de travail est de 40 heures par semaine. Ensuite, un autre sujet, ce sont les congés payés. Donc, en fait, les congés légaux pour une personne qui travaille 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, c'est 20 jours, c'est le minimum légal. Par contre, dans la réalité, les employeurs accordent entre 25 et 30 jours par an.
Les vacances, c'est très important pour les Allemands. À côté de la voiture, leurs vacances, les vacances, c'est vraiment sacré. Ils aiment bien voyager et donc voilà, ce qu'on voit passer, donc les négociations qu'on voit entre les entreprises qu'on accompagne et leurs salariés, c'est la règle, c'est 6 semaines, de temps en temps 5 semaines. Donc vous pouvez à la rigueur commencer votre négociation avec 5 semaines, mais gardez en tête que voilà, si votre salarié il veut 6 semaines, vous aurez des voilà des difficultés à ne pas lui accorder les 6 semaines de congé. Donc, en Allemagne, le licenciement est beaucoup plus souple qu'en France. En fait, pour des sociétés qui ont moins de 10 salariés, les salariés ne sont pas protégés. Il existe une loi contre le licenciement abusif, mais pour une société de moins de 10 salariés, ces salariés ne sont pas protégés. Donc, ça veut dire que ça signifie que vous pouvez licencier un salarié sans motif, sans entretien préalable. Euh, Sans indemnité de licenciement. Par contre, vous ne pouvez pas y déroger, il faut respecter le préavis de licenciement. Alors, soit le légal, si c'est pas précisé dans un contrat de travail, et s'il est précisé dans le contrat de travail, donc un mois, fin de mois, 3 mois, fin de mois, vous êtes obligé de le respecter. Mais sinon, donc déjà, une souplesse dans le licenciement pour les petites structures en Allemagne. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Donc ça, c'est une des raisons qui explique que l'Allemagne est en plein emploi. Ce sont les fameuses réformes Schröder ou Hartz IV effectuées il y a 15 ans. Ça, c'était une des mesures phares. Plus aucune protection pour les salariés dans les structures de moins de 10 salariés. Donc, d'un côté, c'est vrai que c'est très agréable en tant qu'employeur d'avoir d'avoir cette possibilité. On se rend compte que c'est pour pour les employés aussi finalement pas mal, puisqu'on est en plein emploi et donc maintenant les salariés, ils ont de plus en plus de pouvoir pour renégocier. Là, le point quand même à savoir, en fait, une des conséquences par contre qui est négative, c'est que si vous voulez embaucher quelqu'un qui vient d'une grande entreprise ou d'une entreprise avec plus de 10 salariés, le salarié sera conscient qu'il arrive, que c'est un risque, puisqu'il arrive dans une nouvelle structure, et que même si la personne est très bonne, etc., elle peut être quand même renvoyée du jour au lendemain sans aucun motif. Donc voilà, donc pour les salariés, il y a certains salariés pour qui c'est trop risqué et ou alors qui accepteront de prendre ce risque, mais il faudra en termes de salaire être très généreux. Dernier point sur cet aspect qui est très important, le seuil de 10 salariés. Donc ça vaut pour les entreprises qui sont créées en Allemagne, ça vaut également pour les entreprises françaises de plus de 10 salariés et qui ont embauché moins de 10 salariés en Allemagne. Voilà, on aborde donc la dernière question. Ça concerne les différences interculturelles entre la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne, on est très proches et quand même très très loin sur certains aspects. Donc bon, on va aller rapidement sur ces aspects-là puisque ça fait déjà près d'une demi-heure que le webinaire a commencé et je vous dis c'est très important d'être ponctuel en Allemagne. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu sur sur cet aspect, mais c'est quand même très très important. Donc la communication, les Allemands ils aiment l'écrit, alors que les Français, on est plutôt dans la communication orale. Ça veut dire que vous, quand vous avez travaillé avec des Allemands, vous allez plutôt avoir tendance à décrocher le téléphone. L'allemand, ça va plutôt le déranger. Il va plutôt vouloir vous écrire des emails. Un autre aspect au niveau de la communication, de la façon de travailler, les Allemands sont très critiques pendant la prise de décision, alors qu'au niveau français, on va plutôt être critique, on va pas remettre en cause la décision tout de suite, mais une fois qu'elle sera prise, les critiques viendront plutôt après. Ça veut dire que quand vous travaillez avec des Allemands, la première phase de planification, de démarrage du projet est assez difficile, est assez laborieuse parce que tout le monde émet des critiques ou pose des questions. Par contre, une fois que la décision est prise, ça déroule, ça va bien. Alors qu'en France, on va avoir une décision, une prise de décision très très rapide puisque c'est le chef qui la prend, c'est pas un consensus. Par contre, on a souvent des blocages qui apparaissent après.
Donc une autre remarque générale au niveau donc de ces différences interculturelles, de la façon de travailler, c'est la gestion du temps est complètement différente. L'allemand, il fait une seule chose à la fois et il va terminer la première tâche avant d'attaquer la deuxième tâche. Alors que le français, sa façon de travailler, c'est plutôt faire plusieurs choses à la fois en multitasking. Donc ça, c'est quelques grandes différences à connaître. Voilà, pour terminer cette présentation, donc on va terminer par 5 conseils. Que vous, voilà, 5 conseils. Ayez ça en tête pour vos prochains projets avec en Allemagne, avec vos partenaires, avec vos clients, avec vos salariés. Donc le premier point très important, c'est la ponctualité. Soyez à l'heure. Les Allemands sont ponctuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que respectez les délais. Si vous engagez pour livrer quelque chose le vendredi à 14 heures, vous allez livrer le vendredi à 14 heures et ça ne veut pas dire vendredi à 14 heures s'il n'y a pas eu de problème. Un exemple très concret, vous avez une réunion avec des Allemands. Vous êtes dans le taxi, il y a un embouteillage. Il y a aussi des embouteillages en Allemagne, ça peut arriver. Qu'est-ce que font moi les Allemands qui sont dans ce cas-là 10 minutes avant la réunion, ils m'appellent en disant Guillaume, écoute, désolé, je suis dans le taxi, je vais arriver avec 5 minutes de retard. Donc vraiment, ça c'est très très important. C'est une habitude qu'ils ont, c'est d'être à l'heure. C'est un signe de respect et c'est un signe que vous maîtrisez vos process, que vous maîtrisez ce que vous avez à faire. Deuxième point, Laurent, tu veux dire quelque chose sur la préparation des Allemands? Alors en fait, les Allemands n'aiment pas l'improvisation, donc il faut toujours être bien préparé lorsque vous avez une réunion ou un rendez-vous avec des partenaires ou des clients. Il faut, si c'est possible, éventuellement au préalable envoyer un ordre du jour et le respecter, c'est-à-dire ne pas sauter du point 3 au point 7 et revenir au point numéro 4. Il faut vraiment, parce qu'en fait, comme je vous disais, les Allemands n'aiment pas trop l'improvisation et ils aiment bien qu'en fait, que ce soit bien structuré. Donc, il faut bien se préparer, il faut bien connaître ses produits, enfin ce que vous faites, mais les commerciaux aussi que vous embauchez ou les country managers. Donc, bien maîtriser son produit et éviter toute forme d'improvisation. Voilà, donc vraiment la planification, on le répète jamais assez, c'est quelque chose de fondamental. Une petite anecdote sur le plan privé, moi ma femme qui est allemande, elle planifie les vacances avec un an d'avance. Donc je sais déjà où je serai, où on va passer les vacances à Pâques l'année prochaine. Ça la rassure. Moi, français, ça me stresse. Et 20 ans d'expérience en Allemagne, à travailler en Allemagne, ça me stresse. J'ai un peu de mal, même si je deviens allemand. À l'inverse, les Allemands, ça les stresse quand on n'a pas quand on n'a pas planifié en disant, de toute façon, on sait il y a un problème qui va arriver. Nous les Français, on sait qu'il y a de toute façon, il y aura toujours un imprévu qui va arriver et ça nous fait pas peur puisqu'on est habitué à être flexible. Donc ça, c'est une force des équipes quand il y a les équipes franco-allemandes qui fonctionnent bien. Là, les deux peuvent vraiment, quand la communication se passe bien et qu'on a bien compris la façon de travailler ou la façon de réagir des uns des autres, ça c'est quelque chose de ça forme des équipes très très performantes. Quand on arrive à allier les qualités de planification et d'organisation des Allemands avec la capacité de réaction et de flexibilité des Français. Troisième conseil, faites preuve de qualité. Alors peut-être que vous avez déjà goûté à la qualité allemande, peut-être que vous roulez dans des BMW, Audi et Mercedes dont la finition n'est plus inventée. Cette volonté de qualité, on la retrouve dans tous les produits allemands. Et ce qui fait que l'Allemagne, même s'ils ont des coûts de production plus élevés que dans d'autres pays, ils ont quand même au niveau de l'international, ils ont un excédent commercial qui énerve beaucoup Trump, alors que la France, elle, avec des produits qui sont beaucoup moins chers, n'y arrive pas. Donc, si vous voulez réussir en Allemagne, faites preuve de qualité.
Et on peut rajouter Euh, aussi, excuse-moi oui, Guillaume, mais je t'en prie. euh, en fait, moi j'ai un patron de société en Allemagne qui m'a toujours dit qu'il ne supportait pas qu'un commercial vienne le voir en lui disant, voilà, notre produit est meilleur. En fait, il veut savoir pourquoi il est meilleur. Et donc, en fait, il faut être très technique, vraiment expliquer les raisons pourquoi le produit est mieux. Parce qu'en fait, en Allemagne, les commerciaux, ce sont souvent des techniciens, des technico-commerciaux, donc ils connaissent très bien le métier et les produits. Et donc, c'est ce qu'ils aiment aussi, les Allemands. C'est pas arriver en disant, voilà, moi j'ai le produit qu'il vous faut. En fait, il faut expliquer pourquoi et argumenter. Voilà, donc on en revient également à la remarque que j'avais faite sur la communication. Le français, on est beaucoup voilà, dans la communication orale et on a un commercial qui va faire un beau speech, un beau discours. C'est pas avec ça que vous allez impressionner votre client allemand ou même que vous allez impressionner vos salariés ici en Allemagne. Vous allez plus les impressionner avec un catalogue de produits, avec toutes les caractéristiques techniques du produit. Et voilà, c'est un gage de qualité et c'est quelque chose de fondamental pour réussir ici. Quatrième conseil, donner des garanties. Donner des garanties. La psychologie, je dirais, allemande, les Allemands, ils ont besoin de sécurité. Ils ont vraiment besoin d'être rassurés. Par rapport à, je dirais, un Français qui serait plus dans la prise de risque. Les Allemands, ils aiment pas trop ça, le risque. Hein. Ils aiment bien les garanties. Euh, donc, donnez-lui des garanties. Donc, des garanties, ben, si vous arrivez à respecter vos délais, c'est un signe de garantie. Si vous respectez un ordre du jour, si vous respectez les décisions prises, vous le mettez en confiance vis-à-vis d'un nouveau client, mettez en avance vos références clients. Souvent, une entreprise française qui commence à démarcher en Allemagne, la première question que va lui poser le prospect, quelles sont vos références clients en Allemagne? Hein, ça va le rassurer si vous avez déjà des clients en Allemagne. Donc gardez ça bien en tête. Et puis donc le dernier conseil à vous donner au niveau des bonnes pratiques, soyez persévérants. L'Allemagne, voilà, nécessite un investissement important, un investissement important en forme d'argent, bien sûr, mais en termes de temps également. Ils ont une vision vraiment à long terme, les Allemands, beaucoup moins à court terme. Alors c'est très agréable, notamment au niveau personnel, c'est-à-dire on constate chez Pramex, hein, quand je compare l'Allemagne à d'autres filiales anglo-saxonnes, on a un turnover de personnel beaucoup moins important. Le revers de la médaille, c'est que voilà, il va falloir attirer la personne, mais si vous arrivez à convaincre la personne que vous avez un projet qui est viable et que vous êtes là et que votre projet s'inscrit dans une vision à long terme, notamment en créant une société, ça peut être un gage supplémentaire. Là, vous avez des chances supplémentaires. Voilà, donc on a fait le tour de la question, j'espère de ces 5 questions. Est-ce que vous avez donc des remarques ou des questions sur donc les 5 questions essentielles qu'on a identifiées, ou est-ce que vous avez peut-être également d'autres questions? Voilà, donc écoutez, apparemment, donc je regarde le chat, apparemment il n'y a pas de questions. Donc, si vous n'avez pas de questions maintenant, on va clôturer ce webinaire. Sachez bien sûr que Pramex International GmbH en Allemagne à Francfort, représenté par Laurent et par moi, nous sommes à votre disposition à tout moment pour répondre à ces questions et pour vous accompagner dans votre projet d'accompagnement.
pour terminer, je dirais l'Allemagne, c'est pas le pays le plus facile pour y entrer. Par contre, c'est un pays extrêmement intéressant, extrêmement valorisant. Si vous avez franchi cette première étape, si vous êtes persévérant et si vous maîtrisez, je dirais, les règles de base qu'on vient de vous expliquer, vous avez un potentiel énorme ici en Allemagne. Donc, n'hésitez pas à venir franchir le Rhin comme voilà, comme Pramex et comme Laurent et moi l'avons fait. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.